Bonjour Jean-Marie Leméné. Bonjour Jean-Pierre. Vous êtes le président de la Fondation Jérôme Lejeune et nous venons traiter ensemble de la question de l'avortement après que le 4 mars dernier, le Congrès, par 780 voix pour et 72 contre, a voté l'inscription dans la Constitution de la liberté garantie de l'avortement. Alors commençons par le début. Que nous dit la science de ce qu'il y a à l'intérieur du ventre de la femme une fois que le spermatozoïde a fécondé l'ovule? Je crois qu'il n'y a aucun doute, pour personne du reste, à partir du moment où les deux cellules, les deux gamètes, les deux cellules sexuelles se sont rencontrées, il y a un être nouveau qui grandit, qui se développe, qui est distinct de ses parents, et qui s'appelle l'embryon. Et l'embryon est un être humain en phase de développement, qui deviendra un fœtus, et puis un nouveau-né, etc. Donc en fait, ça ne pose aucun problème à personne sur le plan scientifique. Aucun scientifique ne remet en cause, ni ne remettra en cause le fait que le petit de l'homme est un homme petit au début, forcément. Donc ça ne pose ça ne pose aucun problème. Avec en particulier un ADN différent dès le début. Absolument. Et c'est l'enfant qui donne des directives à l'organisme de la mère. Donc en fait, il est déjà un être à part qui est distinct et autonome par rapport à sa mère. Alors à quel stade bat le cœur et quand peut-on penser que l'embryon commence à avoir une conscience et par exemple peut souffrir? Alors la question de la conscience est un peu particulière parce qu'on ne peut pas dire que l'embryon ait vraiment conscience de ce qui se passe. En revanche, le cœur bat extrêmement tôt, c'est à 5 semaines, 5-6 semaines, donc c'est extrêmement tôt. On peut l'entendre vraiment en phase très très précoce. C'est un battement très rapide, qui est intéressant de faire entendre d'ailleurs, hein, même si au contraire, je pense que c'est une des choses que nos adversaires craignent le plus, c'est d'entendre les battements du cœur de l'enfant. Et puis, quant à la souffrance, alors évidemment, vous trouverez des articles scientifiques dans les deux sens, mais tout le monde s'accorde globalement à penser que le fœtus souffre très certainement à partir du moment où son système nerveux est déjà prêt à ressentir ce type de sensation, c'est-à-dire à partir de 10, 12, 13 semaines. Donc en fait, effectivement, avec un avortement à 10, 12 ou 14 semaines, le fœtus souffre, à telle enseigne d'ailleurs que pour certains avortements, à partir de cette époque, on anesthésie le fœtus. Bon, on peut dire qu'il souffre. Non, je pense qu'il n'y a pas de conflit là-dessus. Les scientifiques écrivent des livres sur ce sujet dans lesquels ces faits sont rapportés. Alors d'un point de vue juridique, ne sommes-nous pas dans une situation un peu schizophrénique qui fait que dans certains cas, l'embryon, le fœtus, est déjà considéré comme une personne humaine et pas dans d'autres? Alors en fait, je crois que l'être humain, enfin, quand on regarde l'article 16 du Code civil, et c'était déjà dans la loi Veil, l'article 16 du Code civil, donc dit que la loi garantit le respect de tout être humain dès le commencement de sa vie. De tout être humain dès le commencement de sa vie. C'est très clair, ça veut dire que l'être humain commence au commencement. Et le commencement, c'est le début. Donc il n'y a pas de problème là-dessus. On parle d'être humain. Le problème, c'est la question de la notion de personne, qui est une notion philosophique qu'on ne peut pas... à laquelle on ne peut pas apporter de preuve. On peut apporter la preuve que l'être humain existe au début, mais on ne peut pas apporter la preuve que la personne existe au début. La personne, elle est reconnue. L'être humain, il est connu scientifiquement parce qu'il est observable. Après ça, vous qualifiez de personne les êtres humains que vous reconnaissez, que vous aimez, avec lesquels vous travaillez, vous êtes en relation, etc. Mais si vous enlevez la qualité de personne, si vous dites tel travailleur dans un camp de concentration n'est plus une personne, ou tel esclave n'est plus une personne, effectivement, vous le disqualifiez et vous le traitez comme un être de seconde zone. Et c'est exactement ce qui arrive pour l'embryon, ou le fœtus qui, avant la naissance, n'est pas reconnu juridiquement comme une personne. Mais ça ne veut pas dire, parce que le droit ne reconnaît pas la personnalité juridique, il faut bien comprendre que la notion de personnalité juridique est très particulière aussi. Parce que souvent on dit, mais le droit ne reconnaît pas la personnalité juridique. Mais on s'en fiche. La personnalité juridique, c'est avoir un compte en banque, un compte chèque, le droit de vote, enfin bon. Donc ça ne veut pas dire que le code pénal ne protège pas l'être humain dès le commencement de sa vie. Donc la notion de personnalité, effectivement, elle est philosophique, on ne peut pas apporter la preuve que c'est une personne, mais tout être humain est une personne. Quels sont les êtres... Enfin, Jérôme Lejeune posait les questions à l'envers. Il dit, dites-moi quels sont les êtres humains qui ne sont pas des personnes. Alors bon, on est bien en peine de répondre, ou alors on cherche des exemples dans les camps de concentration, dans l'esclavage.
Ce qui ne sont pas des références forcément évidentes, quoi. C'est pas génial. Et l'embryon humain ou le fœtus aujourd'hui, avant la naissance. Mais la notion de personnalité juridique est très réductrice. Et encore une fois, le Code pénal reconnaît l'existence de l'être humain avant la naissance parce qu'il est quand même protégé par le Code pénal. C'est la personne de chair et de sang qui est protégée. Donc il faut arrêter avec ces notions qui sont effectivement, maintenant aujourd'hui, le raisonnement, ça consiste à dire, ok, c'est peut-être un être humain, mais c'est pas une personne. Mais en fait, c'est évidemment trop facile. Et encore une fois, c'est peut-être une chose sur laquelle il faut insister, c'est pas à ceux qui défendent la vie d'apporter la preuve que l'être humain est un être humain que l'embryon est un être humain ou une personne. Il ne faut pas renverser la charge de la preuve parce que finalement c'est ce qu'on nous demande. On dit mais dites-nous au fond, vous êtes sûr que c'est vraiment un être humain? Attendez, c'est pas à nous d'apporter la preuve que le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Donc la science l'a toujours dit. Voilà, l'être humain commence au commencement et vous ne trouverez aucun scientifique ni médecin digne de ce nom qui seront capables de publier un article dans lequel ils diront que l'être humain ou l'embryon n'est pas, que l'embryon ou le fœtus n'est pas un membre de l'espèce humaine à part entière dès le début. Alors vous intervenez régulièrement lors de missions parlementaires, donc auprès d'élus, pour développer ce que vous venez de nous dire. Quelles sont les réactions de vos interlocuteurs quand vous dites ça ? Les parlementaires sont bien embarrassés. D'abord, si vous voulez, généralement, il ne faut pas se faire des jeux non plus sur les auditions. Dans les cadres des lois de bioéthique, ou des lois sur la fin de vie, ou d'évaluation de la loi Leonetti, ils ont besoin de remplir, je dirais, le cahier des charges, d'inviter des gens qui sont pour et des gens qui sont contre. Nous, on fait partie des gens qui sont contre les lois de transgression. Donc, on a bien conscience du fait qu'ils nous invitent très aimablement. Souvent, c'est toujours très aimable. Mais je ne suis pas certain qu'ils en tirent beaucoup de bénéfices pour leur propre compte. Donc ils sont assez étanches, à part ceux qui partagent nos convictions, qui ne sont pas si nombreux, qu'on compte sur les doigts d'une seule main. Mais les autres sont un peu étanches à ce type de... Non, je pense qu'il y a un obscurcissement des consciences, des intelligences et des savoirs qui est quand même fantastique, y compris chez les parlementaires, malheureusement. Et alors, comment l'expliquez-vous? Vous avez parlé tout à l'heure de l'esclavage, là, lors de la réunion le 4 mars dernier, la manifestation devant un des intervenants a évoqué ce sujet en disant « ça nous fait penser à l'obscurcissement des consciences sur la question de l'esclavage en Europe du 16e au 19e siècle, où en fait tout le monde reconnaissait que les gens qu'on réduisait en esclavage étaient des êtres humains, puisqu'ils pouvaient être baptisés, mais on continuait quand même à les réduire en esclavage, ce qui intellectuellement... Donc il y a une analogie qui est faite. Comment expliquez-vous cet engourdissement ? Oui, on peut faire la même remarque avec les nazis, qui savaient très bien que l'être humain est un être humain, fût-il appartenant au peuple des Juifs, et qui pour autant les réduisait à néant. Donc en fait, on peut être effectivement très intelligent, mais pour autant ne pas en tirer les conséquences et commettre des homicides ou des assassinats ou des meurtres. Donc en fait, je pense surtout que s'agissant de l'avortement, qui est quand même une catégorie un peu particulière d'homicide, il y a la nécessité de ne pas se trouver seul à faire un acte qui est profondément contraire à notre nature. Et je pense que malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas comment dire, la plupart des femmes qui ont recours à l'avortement savent qu'elles font un acte qui n'est pas conforme à leur conscience, à ce que leur dit au profond d'eux-mêmes leur cœur, et elles le font à contre-cœur, elles le font pour des quantités de raisons, y compris parce qu'elles sont forcées, y compris parce qu'elles sont sous contrainte, en partie parce que elles n'ont pas donné leur consentement, etc. Mais il n'empêche qu'on a besoin, dans ces cas-là, de ne pas être seul. Et quand on n'est pas seul, quand on est à plusieurs à faire ça, finalement, il y a une sorte de dilution de la responsabilité. C'est moins grave. C'est moins grave. Et c'est comme ça qu'au fond, elles ont besoin d'une sorte de solidarité dans le mal parce qu'elles se retrouvent moins seules. Alors évidemment, quand on arrive de l'extérieur et qu'on rappelle la norme, qu'on rappelle la ligne rouge ou la ligne jaune, on est malvenu parce que du coup, on les ramène à leur conscience et c'est intolérable au sens même psychologique du terme. Alors, n'existe-t-il pas, justement, dans une société de communication comme la nôtre, une forme d'omerta sur les conséquences pour les femmes de l'avortement? Est-ce que ce n'est pas un des grands non-dits de notre société de communication?
Bien sûr, parce que si on reconnaît qu'il y a des conséquences et qu'il y a des syndromes post-avortement et que... Alors, quels sont-ils, il y a des dépressions, bien sûr, voilà. Je crois que c'est le syndrome dépressif classique qui peut arriver après ce type d'événement. Je ne vois pas comment il ne pourrait en être différemment, dès lors que même pour des grossesses qui se terminent par un accouchement, il y a aussi des postpartum qui sont compliqués, et ça peut être très compliqué. Les changements hormonaux sont très très violents et plus ou moins supportés par les femmes. Donc, il est évident qu'il y a des conséquences. Et les psychiatres de bonne foi le reconnaissent, et qu'une partie de leur clientèle, malheureusement, sont des femmes aussi qui ont eu recours à l'avortement et qui, après ça, essayent de soigner les conséquences. Donc, c'est très curieux parce qu'il y a une omerta qui va loin, parce qu'elle porte sur les... En fait, il y a une bataille de publications scientifiques. J'avais assisté à Rome il y a quelques années à une réunion justement sur les conséquences de l'avortement, et on voyait les Français, quelques Français qui étaient là disaient non, il n'y a pas de syndrome post-avortement, ça n'existe pas de ça. Et puis il y avait les Américains à côté qui sortaient toute une batterie de publications scientifiques qui disaient le contraire, en fait. Donc vous savez, la bataille des publications scientifiques, c'est pas toujours d'une très grande honnêteté, mais je pense qu'il n'y a pas besoin d'avoir fait de médecine pour savoir qu'après ce type d'événement, il y a évidemment des conséquences psychologiques. Alors, autre question, il est usuel dans la doxa dominante de dire l'avortement est un drame, mais un bon moyen de limiter le nombre d'avortements, ce serait de faire mieux connaître la contraception. Qu'en est-il au regard des faits? Alors d'abord, dire que l'avortement est un drame, c'est une formule qui est un peu agaçante, parce que c'est un drame, il y a beaucoup de choses qui sont des drames. Un drame, c'est un terme un peu général. L'avortement est un homicide, et parce que c'est un homicide, c'est un drame. Mais c'est d'abord un homicide. Parce que finalement, si ce drame-là, c'est comme un déménagement, c'est comme une séparation, c'est comme un chômage, bon, à ce moment-là, il y a des méthodes aussi pour y porter remède, et puis peut-être qu'il suffit d'un bon antidépresseur pour sortir de l'affaire. Bon, objectivement, il y a un dommage qui est causé à l'enfant qui n'est pas né. C'est plus qu'un drame. Et c'est plus qu'un drame. C'est un homicide. Alors après ça, cet homicide est un drame, on est bien d'accord. Après ça, sur la question de la contraception, c'est une question classique. Enfin, c'est une objection classique. On a toujours dit ça. Plus de contraception, moins d'avortement. Il se trouve que dans les chiffres que donne l'INED, c'est pas du tout ce qui ressort. Donc toutes les femmes qui ont recours à l'avortement sont sous contraception. Bon. Donc, mais pour des raisons X ou Y, cette contraception n'a pas fonctionné, ou elles ne l'ont pas prise, ou elles l'ont oubliée, ou elles l'ont refusée. Et donc, il se passe ce qui se passe, c'est que, ces femmes-là vont à l'avortement, puisque échec de contraception, automatiquement, c'est avortement. C'est insupportable de supporter cet échec qui entraîne des conséquences, évidemment, non négligeables, parce que la naissance d'enfants, c'est pas rien. Et donc, si on a pris des contraceptifs pendant des années, un échec de contraception involontaire entraîne une naissance non désirable, et donc l'avortement devient un moyen de contraception. Honnêtement, c'est ce que c'est devenu maintenant, d'autant plus que les pilules anti-nidation, les pilules du lendemain, a fortiori la pilule abortive, permettent d'avorter très tôt, et donc, au fond, entre une contraception et puis un abortif très précoce, la frontière devient très floue, en particulier pour les plus jeunes qui ne font pas la différence. Alors, comment expliquer un paradoxe et puis un chiffre? Le paradoxe, mais ça rejoint ce que vous venez d'évoquer, voilà, 90% des femmes en âge de procréer aujourd'hui sont sous contraception dans un pays comme la France, donc un taux de contraception extrêmement élevé, et puis également un chiffre d'avortement beaucoup plus élevé que nos pays voisins. Là, j'ai noté 234 000 avortements en France en 2022, la même période en Italie, 66 000. Comment expliquer, sur deux populations comparables, un tel écart? Oui, je crois qu'on peut même faire des comparatifs aussi avec d'autres pays européens. Je pense qu'avec même l'Allemagne, l'Angleterre, l'Espagne, c'est pareil, les chiffres sont à peu près la moitié. Donc là, je dois avouer que je n'ai pas de réponse, et j'aimerais bien qu'on essaye de trouver la réponse. Et c'est étonnant de voir que ce chiffre d'avortement est à peu près stable. Il est en augmentation, mais en gros, c'est entre 200 et 250. Oui. Et donc, depuis 50 ans, c'est le même. Pourquoi ça devrait augmenter? Enfin, il n'y a pas beaucoup de variations extrêmement sensibles. Là, on dit que ça a dépassé, mais enfin, au lieu d'être à 230, c'est un peu plus. Mais enfin, on reste toujours... Si c'était 270, ce serait très sensible, ou 150, il y aurait... Mais j'ai du mal à comprendre pourquoi, effectivement, les pays voisins n'ont pas exactement les mêmes données avec des populations comparables. J'ai pas de réponse. Ou bien il y a un problème de recueil, ou bien
dans les autres pays, ou bien la France consigne à peu près les mêmes données. Je ne sais pas, j'ai pas de réponse. Je ne sais pas si vous en avez de votre côté. Non, le seul élément que j'ai, parce qu'il en est souvent question dans la presse, en particulier dans les comparaisons avec l'Italie, c'est que le taux de médecins qui bénéficient de la clause de conscience en Italie est extrêmement élevé, et ce qui fait que objectivement, c'est difficile d'avorter parce qu'il n'y a pas de médecin qui accepte de faire ça. Oui, mais alors en France, on devrait avoir justement ce chiffre, puisque le planning fait état de difficultés de recourir à l'avortement dans certaines régions, ce que je crois exact, je pense aussi. Et on a des désirs médicaux partout. Oui, donc dans ce domaine aussi. Dans ce domaine aussi. Donc ce ne serait pas anormal, et je pense que quand le planning dit qu'il y a des femmes qui ont des difficultés à avorter dans la Creuse, c'est peut-être pas faux. Bien à ce moment-là, on devrait le voir dans les chiffres. Or, on ne le voit pas dans les chiffres. Au contraire, cette année, ça baisse. Ça ne baisse pas, ça augmente. Donc, je ne comprends pas. Je comprends pas. En tout cas, je trouve que significativement, c'est quand même un symbole assez lourd. Alors, ça place la France en tête de cortège. Enfin. Oui. Donc, elle est tête de ligne. Enfin, je veux dire. Donc, vraiment, je comprends. Enfin, un record pour la France. Enfin, un record pour la France dans ce domaine. Monsieur Macron va être content. Et on comprend effectivement qu'on l'ait mis du reste dans la Constitution pour donner l'exemple et envoyer un message au monde entier, puisque ça a été les propos du président de la République. Alors, puisqu'on parlait de Monsieur Macron à l'instant, n'y a-t-il pas une situation schizophrénique dans le « en même temps » qui consiste à la fois à lancer la bataille démographique et à favoriser encore plus l'avortement? Y a-t-il des liens entre avortement et démographie? Et comment tout cela est-il cohérent ou incohérent? Les liens entre avortement et démographie sont évidents. Ils ont été exprimés avec beaucoup de talent par des démographes comme Sauvy, Chonu, professeur Chonu en particulier. Ouais. On se souvient de lui. C'était un camarade de combat de Jérôme Lejeune. Et moi, je les entends encore. J'avais assisté à quelques déjeuners homériques avec eux et d'autres. Et Chonu et Lejeune disaient, mais dans 50 ans, on ne pourra plus payer les retraites. C'est ce qui arrive. Alors, on fait appel à d'autres contributeurs. Ça ne marche pas forcément très, très bien comme on voudrait. Mais il y a évidemment un rapport entre la démographie et l'avortement. Enfin, il n'y a pas de... Puisque de toute façon, on note que les femmes ont un nombre d'enfants qui est assez inférieur à leur souhait, à leur désir. Elles en voudraient un peu plus. Voilà. Le souhait, c'est 2,5 et la réalité, c'est 1,6. Voilà. Donc, en fait, elles en voudraient un peu plus, mais elles ne peuvent pas, effectivement, pour des raisons qui s'expliquent aussi. Donc, c'est très grave parce qu'un pays qui n'a plus d'enfants, a fortiori un pays qui les tue, c'est un pays qui perd son âme, et un pays qui perd son âme, c'est un pays qui meurt. Bon, c'est à peu près en ces termes-là que parlaient Jérôme Lejeune et Pierre Chonu sur le même ton. Et ça me fait penser aussi aux propos va-t-en-guerre du gouvernement, enfin en particulier du président de la République. Enfin, le premier souci de ceux qui vont en guerre, c'est d'avoir des soldats. Et aujourd'hui, on a un pays qui diminue ses soldats. Donc, en fait, ça n'a aucun sens. Enfin, je veux dire, on voit bien la difficulté quand on n'a pas assez d'hommes pour combattre. On voit bien le résultat que ça donne aujourd'hui dans l'actualité. Donc en fait, ça n'a pas de sens. C'est un pays qui s'appauvrit, qui appauvrit sa population, qui se discrédite aux yeux du monde. Et aller annoncer qu'on va faire la guerre à un des plus grands pays du monde, ça n'a pas grande signification. Je pense que nos adversaires n'ont pas beaucoup à s'inquiéter. Sur le devant de la scène, il y a quelques jours, quelques semaines, il y a eu un petit événement médiatique autour de l'émission Enquête d'esprit, donc animée par Émeric Pourbet sur CNews, où la chaîne a présenté ses excuses, dit qu'il s'agissait d'une erreur à propos de cette émission qui faisait apparaître le nombre de victimes annuelles de l'avortement. Existe-t-il encore une liberté d'expression sur cette question en France aujourd'hui, et est-elle menacée demain ? Apparemment non, parce que le chiffre qui était donné par Émeric Pourbet, il n'est pas faux. Ce sont bien des morts. Et si on comptabilise les morts, il n'y a pas de raison de les exclure. Donc ce sont des morts volontaires, mais on peut dire qu'on exclut les morts volontaires. Alors il faut le dire, mais ce ne sont pas des morts par maladie, ce sont des morts par volonté humaine, ce qui est encore pire, ce sont des homicides. Donc le chiffre était juste, mais le chiffre est très choquant. Il est très choquant, de même quand on dit que depuis 50 ans, il y a eu plus de 10 millions d'enfants avortés. C'est ce que je dis dans mon discours l'autre soir. Enfin, ça fait une guerre de 14-18 tous les 5 ans, et ça fait 10 guerres de 14-18 en 50 ans. Ce sont des saignées. Donc, ça, on peut plus le dire. Alors, on peut le dire quand on fait des manifestations où on n'est pas très nombreux. On peut plus le dire à la télévision, sauf ici. Et je pense que la liberté d'expression est effectivement menacée. Et, je pense que le signal donné à CNews la semaine dernière n'était pas innocent et ne tombait pas à un moment absolument fortuit. Et je crains effectivement que l'avortement de la Constitution n'entraîne une diminution de la liberté d'expression, de pensée et de conscience.
Alors justement, sur la liberté de conscience, l'objection de conscience des médecins, donc je rappelle pour nos téléspectateurs, un médecin qui ne souhaite pas en conscience faire d'avortement, on ne peut pas l'obliger. Il dit « moi, je ne fais pas ». À votre avis, quoi qu'en ait dit M. Dupond-Moretti, puisqu'il a dit qu'elle n'était pas menacée, qu'en pensez-vous pour l'avenir ? Moi, je pense qu'elle l'est quand même. Tout dépendra de la fermeté du gouvernement et en particulier du ministre de la Santé, qui a, semble-t-il, répété comme d'autres homologues du gouvernement qu'il ne toucherait pas à la clause de conscience pour les soignants. Il faut rappeler qu'il y a 2 clauses de conscience. La clause de conscience la plus importante est la clause légale, enfin, qui est posée par la loi et qui inclut également les infirmières et les sages-femmes. Parce qu'effectivement, il y a la clause de conscience déontologique des médecins, qui existera toujours, mais la clause de conscience des sages-femmes et des infirmières est plus importante. D'abord, elle repose sur une base légale et non pas réglementaire, donc elle est plus forte. Et puis, ça concerne beaucoup plus de monde. Elle concerne beaucoup plus de monde, et comme les médecins vont transférer finalement le sale boulot sur les sages-femmes, qui vont le transférer sur les infirmières. Effectivement, si les infirmières sont obligées de faire le sale boulot alors que les autres auront la conscience tranquille, si je puis dire, un peu de frais, c'est effectivement inquiétant parce que c'est ce qui va se passer. C'est ce qui va se passer. Il ne faut pas oublier que la profession de gynécologue-obstétricien est une profession qui est menacée, enfin qui est en très mauvaise santé démographique. La démographie les gens ne veulent pas faire ça. Les gens ne veulent pas y aller. C'est une spécialité sinistrée, comme d'autres. Et donc, une des raisons pour lesquelles ils ne veulent pas y aller, c'est qu'ils ne veulent pas faire ça. Bon, c'est clair. Et donc, il faudra bien que quelqu'un fasse le boulot, le sale boulot, et on le refilera aux infirmières. À terme, c'est ce qui va se passer. Parce que c'est un acte qui, techniquement, n'est pas très élaboré. Donc, je pense que la clause de conscience est menacée, contrairement à ce qu'on a pu dire, en disant qu'on n'avait pas... Moi, j'étais un peu choqué par ce qu'on a dit au moment... Enfin, pour ceux qui ne voulaient pas trop s'engager dans la bataille, et ils étaient nombreux, même s'ils regardaient ça avec un certain effroi, ils disaient, finalement, ça n'a pas changé grand-chose. Je pense que ça va changer des choses. Et puis, le poids symbolique de cette réforme constitutionnelle est plus fort que son poids juridique je pense que le symbole est plus fort que le droit, en l'occurrence. On a bien vu que ça a ouvert les vannes, puisque même avant que le texte soit voté, quelques heures avant que le texte soit voté, déjà il y avait des propositions de loi pour faire sauter les clauses de conscience, pour élargir le délai. Enfin bon, donc en fait, on voit bien qu'à partir du moment où on a mis ça dans la Constitution, on a considéré que ça faisait partie des valeurs de la République, au même titre que liberté, égalité, fraternité, et qu'au fond, s'opposer à l'avortement sous une forme ou sous une autre, fût-ce par la clause de conscience ou par des propos dissuasifs à l'égard de l'avortement, c'est finalement être contre la République. Donc, si on va par là, on est vite en prison, les uns et les autres. Alors, selon vous, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour limiter le nombre d'avortements ? Eh bien, je crois qu'il faut... Enfin, en tout cas, en termes de résistance et de prise de conscience, bon, il y a tout à faire. On repart à zéro. J'étais interrogé par un journaliste l'autre soir à la manifestation. Il me dit, mais alors finalement... c'est la fin. Pour vous, c'est fini. Je dis, ben non, tout commence et tout recommence parce que je pense que les moyens qui ont été pris par le passé n'étaient pas suffisants. La motivation n'était pas au rendez-vous. Voilà. Donc, je pense qu'il faut repenser totalement la stratégie à cet égard. Et donc, tout va passer quand même beaucoup par la formation des plus jeunes, la formation, l'information, qui a été largement déficitaire. Il va falloir être très clair sur ces questions-là. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas, que ça n'intéresse pas, et il faut leur dire que c'est important, que c'est très important. Et donc ça va passer par le canal de l'éducation. Mais il faut tout reprendre, et tout reprendre avec une certaine volonté, dans tous les domaines, et dans tous les cénacles, que ce soit à l'école, dans la famille, à l'église, etc. Il y a énormément de travail à faire. Ça passera par là, je ne vois pas comment ça peut passer autrement. Après, je pense qu'il peut y avoir aussi une certaine fatigue, une certaine lassitude, c'est ce que j'ai exprimé pour vouloir être positif à la fin de mon topo l'autre jour, mais bon, j'y crois qu'à moitié, mais il peut y avoir une forme de lassitude. Il y a une forme de lassitude du monde des soignants, quand même. On le voit en Italie, vous l'avez cité, c'est vrai. Il y a une certaine lassitude, donc en fait, il faut vraiment payer les gens. Et la meilleure preuve, d'ailleurs, c'est que le tarif de l'avortement a été réévalué. Il a augmenté de 20%. Mais il augmente en permanence. Depuis 50 ans, il a augmenté sans arrêt. Parce qu'il faut attirer les gens. Donc on va avoir n'importe qui va pratiquer cet acte. Et parce que finalement, il faut attirer des techniciens pour le faire. À la limite, ce serait plus honnête de faire un corps d'avorteurs. C'est un peu ce que Jérôme Lejeune proposait de manière un peu provocatrice. Au fond, il y avait autrefois, il le rappelait, une profession qui était une profession dédiée à l'avortement. C'est-à-dire que ce n'était pas des médecins qui le faisaient, c'était des avorteurs. Et les professions les plus rémunérées, disait-il, c'était le marchand d'esclaves et l'avorteur, parce que c'était des métiers qu'on ne voulait pas faire. Donc, enfin, ceci mis à part,
Non, je pense qu'il faut... Et surtout, par-dessus tout, je crois qu'il faut qu'on soit tous porteurs de la vérité, bien sûr, en ces matières, et surtout qu'on soit capable de briser cette chaîne du mensonge qui fait qu'on ne dit pas les choses. Et ça, c'est des propos que j'emprunte à Solzhenitsyn, hein, je ne suis pas l'auteur de ça, mais briser cette chaîne du mensonge à laquelle on est tous partie prenante à un moment ou à un autre. On n'a pas voulu dire les choses, on n'a pas voulu, voilà, on n'a pas voulu être clair, on a voulu rester dans l'obscurité, on a voulu être politiquement correct. Et au fond, on rend service à personne en faisant ça. Et je pense que quand on fait le KT ou quand on fait du SVT, quand on est prof de je sais pas quoi, si on ne dit pas les choses à un moment donné, on manque une occasion. Et il ne faut pas manquer trop d'occasions. Et il ne faut pas être vecteur du mensonge. Et donc, il faut être capable de briser. Et ça, c'est un travail qu'on doit faire tous les jours à l'égard de nos familles, de nos proches, de nos amis, etc. Donc ça passera par ça, mais ça prendra beaucoup de temps. Ça fait 50 ans que l'avortement est installé. Il a pris ses marques. Il a pignon sur rue. Il faudra autant de temps pour revenir à une situation plus humaine. Alors, avant de vous laisser le mot de conclusion, je pense qu'on peut rajouter également deux axes d'action. La responsabilisation des hommes, voilà, dont on ne parle pas beaucoup, de dire, voilà, le fait de... La formation des hommes, des pères. La responsabilité de dire, voilà, ce que vous faites avec madame, ça a des conséquences. Vous êtes responsable, et pas dire, maintenant tu te débrouilles. Et puis, évidemment, ça c'est beaucoup évoqué, mais je crois que c'est aussi une réalité. La pauvreté croissante des familles désunies, ou même des familles unies, est un facteur d'accélération. Donc, il y a vraiment une aide matérielle aussi, me semble-t-il, à apporter aux femmes qui souhaitent garder leur enfant. La non-famille a un coût. Un mot de conclusion. Positif, d'espérance, bien sûr. Bien sûr, nous n'en manquons pas. Non, mais je crois qu'il faut accepter, non pas accepter, mais assumer et être joyeux d'être porteur de la vérité et d'être dans ce bas monde pour se battre. Enfin, vivre, c'est se battre. Comme disait Victor Hugo, c'est une évidence, mais quelquefois, il est bon de les rappeler. Donc, il faut être content, heureux, joyeux, enthousiaste de mener ce combat. C'est pas... voilà, on est là pour ça. On est là pour être là. Et quelquefois, on nous dit, oui, mais les manifestations, ça sert à rien, etc. Ça n'a pas d'influence. Mais on a été là. Donc, il faut combattre avec fierté, avec enthousiasme et avec espérance. Parce que c'est notre travail de semer. Et puis, après ça, on récoltera par l'intermédiaire de nos successeurs et des successeurs de nos successeurs. Merci beaucoup, et je complète peut-être uniquement cet enthousiasme aussi, c'est la noblesse d'être au service des plus faibles. Voilà. Aujourd'hui, il n'y a pas plus faible que l'enfant à naître, et bien souvent, il n'y a pas plus faible que sa maman qui subit les pressions multiples et variées. Voilà. Donc, autre service des plus faibles, ça c'est fort. Voilà, bravo. Merci Jean-Marie. Et c'est aussi la mission de la Fondation Jérôme Lejeune à l'égard des plus faibles que sont les personnes avec un handicap mental qui sont éliminées systématiquement. Merci Jean-Marie.